Bonjour, je m'appelle Hassan Ndiaye, je suis professeur de français au lycée de Niabo et en même temps j'interviens à l'université Assane Seck de Ziguinchor où j'ai la chance donc de partager mes connaissances avec les étudiants dans ma spécialisation qui se trouve être la littérature africaine. Et d'ailleurs j'ai fait donc mes travaux et ils portent généralement sur le roman. Et je voulais d'ailleurs vous parler du roman et plus précisément de l'évolution du roman négro-africain. Généralement, le roman négro-africain s'étale sur trois grandes périodes. La première va de 1920 à 1945, la deuxième de 1945 à 1960 et la troisième, celle-là plus longue, qui serait peut-être subdivisée fort probablement en deux parties. Elle commence à partir de 1960 à nos jours. Alors, la première période, celle de 1920 à 1945, elle est généralement conçue comme étant la période de consentement. Pourquoi étant conçue comme une période de consentement? Pour la bonne et simple raison, on a constaté que les critiques littéraires ont constaté qu'à partir donc de cette période-là, 1920-1945, tous les romans négro-africains qui ont été publiés ont essayé d'une manière ou d'une autre à justifier l'entreprise coloniale. Je m'en explique un peu. Aucune de ces œuvres, généralement, on dit qu'en fait qu'il n'y a que Batouala, mais aucune de ces œuvres n'a essayé simplement donc de contester l'entreprise coloniale. C'est pourquoi donc il est admis que cette période-là est une période donc de consentement. Consentement pourquoi? Parce que les romanciers, encore une fois, ne faisaient que justifier l'entreprise coloniale. Hormis Batouala, de René Maran, Batouala, véritable donc, roman nègre de René Maran. Et à ce niveau-là, il faudrait préciser qu'effectivement, en fait, c'est l'exception au niveau de cette période-là. Mais pourquoi c'est une exception? C'est parce qu'au niveau de la préface du roman, l'auteur, le Martiniquais René Maran, essaie plus ou moins de démonter l'entreprise coloniale. Il revient, parce qu'administrateur de colonie, il revient sur les différentes péripéties de la colonisation et dévoile la véritable idée de la véritable philosophie de cette entreprise coloniale. Et il va falloir simplement rappeler qu'en fait que les Blancs ont plus fait donc du mal qu'ils n'ont fait du bien donc à ces Noirs. Lui étant administrateur de colonie, il était donc véritablement dans la situation ou dans le contexte idéal afin de pouvoir donc révéler aux yeux donc du monde entier tout ce qui se passait au cours donc de cette période ou de cet épisode que l'Afrique donc a connu, que les Africains donc ont connu. Donc à part René Malan qui à partir donc de 1920 va publier Batouala, véritable donc roman nègre, aucun des romans au courant donc de cette période n'a essayé donc de démanteler donc l'entreprise coloniale. Nous rappelons très rapidement qu'à partir donc de 1920, date à laquelle Batouala est publié, le même ouvrage reçoit le prix Goncourt. Le prix Goncourt est considéré comme étant donc le plus grand prix littéraire. Si on pourrait parler de football, on pourrait considérer le prix Goncourt comme étant donc le ballon d'or en littérature francophone, d'une manière très générale ou mondiale, d'une façon donc assez donc générale à ce niveau et particulière aussi. Donc Batouala de René Maran reçoit le prix Goncourt et pourtant le romancier, l'auteur, n'a pas demandé à être sélectionné lors de ce concours-là. Ce qui fait aussi donc la grandeur, ce qui permet donc de reconnaître la grandeur de ce roman. La deuxième période, elle commence à partir de 1920. La première d'abord, pourquoi elle termine en 1945? Parce qu'à partir de 1945 commence ce qu'on peut appeler la prise de conscience. Donc la première période, 1920-1945, peut être considérée comme étant une période donc de consentement, on l'a dit, mais une période de crise de conscience. La deuxième, celle qui va commencer à partir de 1945 jusqu'à 1960, elle coïncide avec ce qu'on peut considérer comme étant une prise de conscience. Après la crise de conscience de 1920 à 1945, le roman négro-africain a une autre forme, prend une autre nature, un autre comportement, et c'est ainsi qu'on commence à parler de roman de contestation. Après consentement, contestation. Contestation pourquoi? Parce qu'on se rend compte que, contrairement aux ouvrages, aux œuvres romanesques qui étaient publiées lors de la première période, toute la production de entre 1945 et 1960 cherche à fustiger l'entreprise coloniale. Et pourquoi cela? Parce que simplement les intellectuels africains, l'élite africaine voulait accéder à l'indépendance. Il ne faut pas donc oublier qu'en réalité que la marche vers l'indépendance a été possible grâce à la prise de conscience que les tirailleurs sénégalais vont pratiquement donc imposer d'une manière ou d'une autre aux Africains, mais aussi grâce à ce travail-là que les romanciers africains vont faire.
Et cela me permet de revenir encore sur la première période. Elle est conçue comme étant une période de consentement. C'est vrai, on constate qu'effectivement, qu'au cours de cette période, aucun romancier n'a essayé de contester l'entreprise coloniale. C'est tout à fait normal. Mais en réalité, pourquoi ce silence par rapport à l'entreprise coloniale? Parce que simplement, probablement, les auteurs négro-africains ne voulaient pas être censurés. Ne voulant pas être censurés, ils ne pouvaient pas, à ce niveau-là, commencer à critiquer. Aussi, cette première période peut être considérée comme étant une période de l'enfance. L'enfance est marquée par une innocence, une ignorance, mais généralement aussi parce qu'en fait, l'enfant ne peut pas effectivement satisfaire certains de ses besoins. La deuxième période, 1945-1960, peut être considérée comme étant la période donc de l'adolescence. L'enfant a grandi, ce n'est plus le consentement. Quand l'enfant grandit, il va probablement donc devenir adolescent, et c'est pourquoi le roman donc négro-africain va prendre les mêmes initiatives, disons pratiquement les mêmes caractéristiques que l'adolescent. C'est quoi? C'est une période de fougue, c'est la révolte, etc., etc. Donc c'est pourquoi la deuxième période est marquée par un lot donc de contestation, un lot de révolte. Tout cela dans l'optique, encore une fois, de libérer donc l'Afrique et les Africains, et surtout donc de mettre un terme à ce joug colonial. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Oui, ils vont réussir à le faire. Pourquoi? Parce que à partir de 1960, la plus bonne partie des pays africains, en tout cas jusqu'ici sous la domination donc française, vont pouvoir accéder à l'indépendance, et c'est ce qui annonce donc la troisième période du roman négro-africain, 1960 à nos jours. Je disais donc tout à l'heure que nous sommes aujourd'hui en 2015, il serait peut-être un peu maladroit que de penser qu'en fait que cette période-là concerne de 1960 à nos jours. Oui, dans une certaine mesure, une première tranche serait effectivement en rapport avec cette période qu'on appelle donc la période du procès de l'indépendance. On n'est plus dans ce cadre-là. À partir donc de 1970 ou à partir de 1980, on va se rendre compte qu'en fait que le roman va un peu évoluer. On y reviendra tout à l'heure. Mais retenez qu'en fait qu'à partir de 1960 jusqu'en 1979-80, le roman négro-africain sera purement destiné à ce qu'on appelle le procès de l'indépendance. Pourquoi faire le procès de l'indépendance? Quand les intellectuels africains, quand l'élite africaine se battait pour libérer donc l'Afrique du joug colonial, c'était pour retrouver donc la paix. C'était pour retrouver simplement donc une atmosphère africaine, disons simplement une atmosphère paisible. Mais les romanciers africains vont se rendre compte qu'en réalité, que toute cette lutte-là sera vaine. Pourquoi elle sera vaine? Oui, le blanc est parti, le maître blanc est parti, il y aura le maître noir. Ce maître noir sera pire que le blanc qui est parti. Lui, il va imposer donc de nouveau des systèmes politiques qui rappellent généralement donc le royaume ou simplement donc l'empire en Afrique. C'est quoi? C'est le népotisme, c'est la dictature et surtout la gabegie. On se rendra compte à partir de cette période-là, oui, on appelle cette période donc la période du procès de l'indépendance. Qui est mis en index, qui est indexé? C'est simplement les présidents, ce qu'on appelle donc les pères fondateurs. Au Sénégal, on en a connu, en Côte d'Ivoire, on en a connu, au Congo, on en a connu, en Guinée même. Et d'ailleurs, les œuvres phares de cette période-là sont écrites par des Congolais, par des Guinéens, mais aussi, et plus précisément, donc, un Ivoirien. Donc, toutes ces œuvres vont faire véritablement le procès donc, de l'indépendance. Et on pourrait même parler de nostalgie de la colonisation pendant cette période-là. Au regard, pratiquement, du contenu des ouvrages-là, on aurait l'impression qu'en fait, que les romanciers ont une envie, une folle envie, que de voir revenir la colonisation, tellement qu'ils en ont marre de cette situation-là. Leurs frères dirigent donc les pays, ce sont donc les pères de la nation, mais on a l'impression que rien n'a changé. Au contraire, on a l'impression qu'en fait que l'Afrique donc recule davantage. Alors, pour donc les romanciers, il convient simplement de faire le procès de l'indépendance et peindre et fustiger, persifler, dénoncer, critiquer tout ce qu'on appelle donc les pères de la nation qui se proclament comme étant des guides providentiels. Là, je pense donc à la vie et demi donc de Soni Laboutansi, ou qui se considèrent comme étant des messikoïs, et là je pense donc à Alioune Fantouré et son cercle donc des tropiques. Pire, d'ailleurs, pour un romancier comme Amadou Kourouma l'Ivoirien, le président n'existe pas, il n'existe simplement que de titres. À partir donc des années 1970, on va assister à un nouvel élan. Le nouvel élan donc est amené par ce qu'on appelle l'écriture donc de la femme, l'écriture féminine. Où est-ce qu'elle était pendant tout ce temps-là? On peut dire simplement que pendant tout ce temps-là, la femme était au cachot du désespoir. Elle n'avait pas droit donc accès à la plume. Désormais, à partir donc des années 1970, on va constater qu'en fait que la femme va commencer donc à prendre la plume.
Au Sénégal, Nafissatou Diallo donc, va le faire. Hein. On constatera aussi qu'à partir donc, de cette date-là, pratiquement beaucoup de femmes, on peut citer Nafissatou Diallo, on peut citer Mariama Ba, on peut citer Aminata Sow Fall, on citera plus tard Calix Bella. En tout cas, en ce qui concerne donc, le roman, on va commencer à assister à une émergence progressive quand même des femmes. Généralement, elles ont une écriture tournée autour simplement de ce qu'on appelle, pas du procès de l'indépendance, mais du procès donc des comportements donc de la population. Simplement donc, elles vont s'en prendre aux comportements, aux coutumes et aux valeurs donc malheureusement qui sont en voie donc de déperdition, en voie donc de dégradation. Bref, il faut simplement donc appeler cette troisième période une période donc d'adultes. C'est l'âge adulte du roman négro-africain. La première période 1920-1945 peut être considérée comme une période donc d'enfance. C'est pourquoi c'est une période de consentement. Les romanciers n'ont rien fait pour contester l'entreprise coloniale qui était là. À partir de 1945 jusqu'en 1960, l'enfant va grandir et le roman africain devient un adolescent et a toutes les caractéristiques donc d'un adolescent. C'est quoi? Il faut faire des fugues, il faut se révolter, il faut de la révolution, il faut donc réclamer donc plus de droits, plus de liberté. Et cette série donc de réclamations va mener donc l'Afrique, mais aussi le roman africain à s'émanciper. Et à partir donc de 1960 et à nos jours, on parle donc de romans pas de contestation maintenant parce que l'entreprise qui a été contestée n'est plus. On parle donc de procès donc de l'indépendance ou même pire d'ailleurs, on parle donc de désenchantement ou de désillusion parce que les Africains donc sont dessus. Et cette période peut être considérée comme étant donc une période donc d'adulte. Donc trois phases, l'enfance, l'adolescence donc et l'adulte. Donc voilà donc ce que je voulais partager avec vous sur ma passion par rapport donc à l'évolution du roman négro-africain. Et je vous remercie.